Bonjour et bienvenue dans Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Chaque année en France, 3000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus. Ce cancer est à l'origine de 1000 décès par an. Il est souvent dû à une infection par papillomavirus humain, HPV. L'infection au HPV est la plupart du temps bénigne et transitoire, mais elle peut persister et évoluer vers des formes graves, précancéreuses graves. Heureusement, une prévention existe grâce au dépistage et à un vaccin particulièrement efficace. 8 femmes sur 10 seront exposées au HPV au cours de leur vie. La prévention est donc un élément essentiel. Pour débattre de ce sujet passionnant, nous accueillons aujourd'hui le docteur Christine Bergeron. Bonjour. Vous êtes pathologiste, présidente de la Société française de colposcopie et pathologie cervico-vaginale. Bienvenue sur le plateau. Et vous êtes accompagné du docteur Julia Marouani, gynécologue médical et secrétaire général de la même société savante. Bonjour. Bonjour Alain. Docteur Bergeron, alors à quel âge est-ce qu'on est concerné par ce cancer du col de l'utérus ? Alors la moyenne d'âge autour de 50 ans pour l'incidence et les décès autour de 60 ans. Mais on développe les lésions précancéreuses pendant des années, bien au avant, moins quoi. 10 ans à 15 ans avant. C'est quoi les facteurs de risque Les rapports sexuels. Donc ce n'est pas un facteur de risque. Donc, Toutes les femmes peuvent être concernées puisqu'on peut se contaminer par un papillomavirus au cours des rapports sexuels. Est-ce qu'il y a des symptômes qui permettent d'alerter quelques années avant, docteur Marouani ? À un stade précoce, c'est-à-dire quand on parle de lésions précancéreuses, il n'y a absolument aucun symptôme. Ça ne donne pas de perte, pas de douleur, rien du tout. Quand on parle de cancer du col, là oui, effectivement, il peut y avoir des saignements spontanément ou provoqués par les rapports sexuels ou aussi un stade très avancé des douleurs. Mais le plus important à préciser, c'est qu'à un stade précoce où on cherche à dépister, il n'y a aucun symptôme. Alors comment se passe le dépistage ? Eh bien, on va faire un prélèvement au niveau du col de l'utérus pour les femmes, donc ça s'appelle un prélèvement cervico-utérin. C'est avec une petite brossette souple, on met un spéculum, et donc on va faire ce prélèvement qui est totalement indolore. Il y a quelques femmes qui peuvent sentir un petit peu qu'on touche leur col, mais le message à faire passer, c'est que c'est indolore. Il faut le faire, bien sûr, c'est important. Voilà, il faut le faire, on parlera un petit peu après des rythmes. Ce qui est important de savoir, c'est que quand ce test est anormal, on va être amené à faire une colposcopie, qui est donc un examen qui va regarder le col avec une loupe et des colorants. Alors, avant de poursuivre ces échanges, je vous propose de découvrir comment se déroule une colposcopie du cancer du col de l'utérus, un reportage qui nous est proposé par Patrick Loez et Laurence Ferry. Bonjour madame, je vous en prie, asseyez-vous. La colposcopie est un examen simple, qui n'est pas long et qui n'est pas douloureux, qui va nous permettre de diagnostiquer des lésions précancéreuses grâce à une lampe et une loupe binoculaire et des colorants que l'on va mettre sur votre col. Allez-y, on va passer dans la salle d'à côté pour faire l'examen. Installez-vous sur la table gynécologique et on va procéder à l'examen colposcopique. Les femmes bénéficient d'un dépistage du cancer du col de l'utérus en France de 25 ans à 65 ans. Le frottis est pour les femmes de 25 à 30 et à partir de 30 ans, on fait maintenant le dépistage par le test HPV. En cas de positivité de ces tests de dépistage, les femmes, dans la grande majorité des cas, doivent bénéficier de cet examen colposcopique, qui est un examen de diagnostic. C'est vraiment un examen simple qui n'a pas de problématique particulière, que la femme soit enceinte, qu'elle soit ménopausée. Pendant les règles, c'est aussi un examen que l'on peut faire, sauf s'il y a vraiment des règles très hémorragiques. Mais finalement, on peut faire cet examen tout le temps et à tout le monde. À partir du moment où le diagnostic est fait, si ce sont des lésions qui sont superficielles et non précancéreuses, on va surveiller la patiente avec nos tests de surveillance, qui est surtout le test HPV. Si nous avons fait un diagnostic de lésion précancéreuse, ces patientes seront soit surveillées selon leur âge et leur antécédent de parité, si elles ont eu des accouchements et si elles ont des enfants, ou elles seront traitées par une chirurgie qui s'appelle la conisation. C'est l'exérèse d'un petit bout du col qui est anormal pour éviter de faire le cancer. La colposcopie est un examen que l'on pratique souvent, puisque le dépistage est quand même très développé en France, donc on a quand même beaucoup de colposcopies, et heureusement il y a très peu de lésions précancéreuses ou de cancers dans nos examens.
mais on a des lésions précancéreuses qui sont facilement curables, simplement, et c'est de l'ordre de 5 à 10%. Le dépistage du cancer du col de l'utérus permet d'identifier les patientes à risque, mais ce n'est pas parce qu'on est à risque d'avoir cette lésion qu'on l'a. Le dépistage nous permet juste d'orienter vers normal, pas normal. Et quand votre test de dépistage est positif, bien évidemment, le risque d'avoir une maladie derrière est faible, mais ce n'est que cet examen colposcopique qui nous permet de le savoir. De retour sur le plateau d'Atout Santé où nous avons le plaisir d'accueillir Camille, qui est une patiente qui a eu un test de dépistage anormal et qui va nous en parler dans quelques instants. En revenant sur le reportage, là, le test de dépistage du col de l'utérus aujourd'hui a récemment changé en fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc le mot que tout le monde connaît, c'est le mot frottis. Les patientes avaient l'habitude d'aller se faire leur frottis, donc on frottait le col et on ramassait du matériel cellulaire. Alors c'est toujours un frottis dans ce même acte de prélever des cellules, mais entre 25 et 30 ans, on continue à les regarder au microscope, donc on fait un examen cytologique, et à partir de 30 ans, on fait un test HPV, donc on recherche le virus, l'ADN du virus. Donc c'est le même matériel, ça ne change rien pour la patiente, mais les acteurs en face font un acte un petit peu poussé, voilà, en fait. Exactement. Et pourquoi on est passé de 3 ans à 5 ans aujourd'hui dans le test? Parce que le test HPV est plus sensible, donc détecte mieux. Donc quand il est négatif, on peut se permettre d'espacer entre 2 tests négatifs et rassurer la patiente qu'elle peut être tranquille, que pendant 5 ans, elle est bien protégée. Alors, on m'a mis une question sur le frottis et le test HPV, mais en fait, en gros, c'est le terme de prélèvement, mais maintenant, on fait cytologie jusqu'à 30 ans, les cellules, après 30 ans, le HPV. D'accord. Docteur Marouani, quelles sont les problématiques qui engendrent ces changements? En fait, donc le test HPV qui est effectué après 30 ans va nous permettre de dépister des patientes qui sont porteuses de papillomavirus. Et or, être porteur de papillomavirus ne signifie pas avoir une lésion et ne signifie pas du tout, n'est pas significatif de cancer. Donc, on se retrouve avec des patientes qui, pour faire simple, on pourrait dire qu'elles sont porteuses saines, qui vont être très inquiétées par cette positivité du test. Jusqu'à présent, elles ignoraient qu'elles étaient porteuses de papillomavirus et là, on leur apprend qu'elles ont du papillomavirus. Ça soulève plein de questions sur le plan de leur intimité, de leur couple, de la transmission. Mais au final, ça fait partie des infections totalement banales puisque 80-90% des hommes et des femmes seront en contact avec le papillomavirus dans leur vie. Donc, il faut rassurer les femmes, un test HPV n'est pas quelque chose de grave, ça nécessite juste de poursuivre les explorations ou une surveillance plus régulière. Et la surveillance régulière, tous les combien? Alors, quand une femme a un test positif, si elle a une anomalie justement sur l'analyse des cellules, puisqu'elle va être faite secondairement, cette analyse, en réflexe, sur le même prélèvement qu'on aura fait, on va faire une colposcopie. Et c'est en fonction de la colposcopie qu'on va déterminer. En l'absence de lésion, mais on reverra la patiente une fois par an, et en cas de lésion, on traitera en fonction de la lésion. Alors Camille, vous avez vécu un test de dépistage positif quand ça arrive, quelle est la réaction qu'on a? On se demande où est-ce qu'on a attrapé ça, on se demande est-ce que ça peut poser problème pour le partenaire. Et alors, comment vous avez été accompagné dans cette partie-là par les médecins? Donc on m'a expliqué qu'il fallait faire une colposcopie pour évaluer des lésions. Quand on vous a parlé de ce terme? Je travaille dans le milieu médical, donc pas forcément. Et puis on m'avait dit que c'était... On vous a rassuré que c'était pas douloureux. Et effectivement, ça n'a pas été un examen douloureux. Et par rapport à votre entourage, est-ce que ça a été facile de le partager? Oui, j'en ai parlé immédiatement à mon conjoint. Est-ce qu'il y a eu quand même une inquiétude vis-à-vis du cancer, par exemple? L'inquiétude était plus par rapport au fait d'avoir des enfants. À l'époque, j'avais pas d'enfants et donc la question qui se posait, c'est est-ce que ça allait modifier nos projets de bébé? Et en fait, là, on se rend compte qu'au contraire, ça a été plutôt positif, ça se passe plutôt pas mal. On est ravis. Alors, quelle était la prise en charge par la suite par le corps médical? C'est essentiellement de la prévention et du suivi, puisqu'on m'a donc fait passer une première colposcopie pour évaluer les lésions. Et puis on m'a dit qu'il fallait réitérer cet examen dans le temps. Et on a parlé effectivement de projets de grossesse
pour savoir ce qu'on pouvait faire et si c'était faisable, et en fait vous avez été rassuré. Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Les lésions ont régressé. Vous êtes rassuré là maintenant? Oui, j'ai eu de la chance. Les lésions ont régressé sans qu'il y ait eu de traitement particulier. Donc c'est plutôt positif, bonne nouvelle. Si vous aviez un message à passer à toutes celles et ceux qui vous écoutent là, et qui ont besoin d'être aussi rassurés, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'il ne faut pas hésiter à se faire dépister et à poser toutes les questions qu'on se pose à son médecin gynécologue. Merci de votre témoignage. Alors, docteur Bergeron, si on apprend au cours d'un dépistage que son frottis au test HPV est positif, est-ce qu'on doit remettre à plus tard une éventuelle grossesse, justement? Surtout pas. Comme elle vient de témoigner, pas du tout. Ça sera quelque chose d'assez banal, surtout justement au moment où même si une grossesse a été déclenchée, puisqu'il peut y avoir 30 à 40% de femmes positives. Donc, on se fait éventuellement faire une colposcopie en fonction des résultats de la cytologie ou on se fera surveiller après l'accouchement. Une fois que tout sera bien rentré dans l'ordre, on refera un déprélèvement et éventuellement une colposcopie si nécessaire. Là, toutes les deux, vous avez rassuré pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui auraient été positives. Donc, il faut continuer, rester dans la vie normale, en fait. Tout à fait. Si la colposcopie révèle des cellules précancéreuses, est-ce qu'il faut opérer? Alors, ça dépend bien sûr de l'âge de la patiente, si elle a déjà eu des enfants ou pas. On peut en alternative chez les femmes jeunes qui n'ont pas encore eu d'enfants surveillés, mais dans la très grande majorité des cas, effectivement, quand il y a une lésion précancéreuse, on va traiter la lésion précancéreuse et le plus souvent, on va faire une conisation. C'est un geste chirurgical qui est très simple, qui se fait donc par les voies naturelles, donc il n'y a pas de cicatrice. Ça se fait sur une journée, il y a très peu de conséquences, pas de douleur après cette intervention et ça permet dans la grande majorité des cas d'arrêter l'évolution des lésions précancéreuses. Les lésions, quelles sont les conséquences pour la patiente? Alors, il y en a une seule en fait, c'est sur le plan du risque obstétrical, il y a une légère augmentation du risque d'accouchement prématuré et de petits poids de naissance des bébés, du fait de l'accouchement prématuré, en cas de conisation. Mais c'est un risque qui est faible et qu'on essaie de réduire en faisant des gestes chirurgicaux en prélevant des morceaux de colle de plus en plus petits. Et quel est le retour d'expérience aujourd'hui? On a sur une population féminine qui est touchée. Est-ce que c'est tout à fait positif? On peut rassurer tout le monde? En fait, c'est vraiment une pathologie qu'on prévient, le cancer du col, par le dépistage. Et donc, il y a quand même peu de lésions qui échappent à toute notre suivi d'examen. Donc oui, bien sûr, il faut rassurer les patientes. Ce n'est pas grave d'avoir du papillomavirus et elles vont guérir dans la grande majorité des cas. Et si elles ne guérissent pas et qu'elles développent des lésions précancéreuses, c'est là qu'on appliquera un traitement qui est très efficace. Et est-ce qu'elles viennent se faire dépister régulièrement ou c'est encore... pas dans les habitudes des femmes? C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a seulement 60% des femmes qui se font correctement dépister, voire trop, mais donc il y a 40% des femmes qui ne se font pas dépister. Et donc c'est par la mise en place du dépistage organisé qui est en cours en France, c'est vraiment l'objectif d'augmenter le pourcentage de femmes que l'on dépiste. C'est trop dommage de faire un cancer du col juste parce qu'on n'a pas eu de dépistage du col. Merci pour cet échange. Alors nous allons maintenant nous intéresser à la prévention et surtout à la vaccination préconisée chez les jeunes filles, mais aussi chez les jeunes garçons. Le vaccin contre le HPV est très efficace. Ce vaccin pourra réduire le nombre de cas de cancer s'il était pratiqué de façon systématique. Et on va voir qu'en France, on a un peu de retard. Un reportage qui nous est proposé par Patrick Loez et Laurence Ferry. Le vaccin anti-HPV est destiné aux grands enfants et donc le choix de la vaccination à l'âge de 11 ans, entre 11 ans et 15 ans, mais le choix de 11 ans est un choix stratégique intelligent dans la mesure où on peut le faire de façon simultanée avec les vaccins, le rappel des técoques polio, Tétravac ou Repevax, qui sont des vaccins obligatoires à l'âge de 11 ans. On convainc donc les parents des garçons à vacciner leurs garçons à l'âge de 11 ans en leur disant deux choses. La première, c'est que pour bien protéger les filles contre le cancer du col de l'utérus, la transmission étant sexuellement transmissible, en protégeant les garçons, on protège les filles, évidemment. Et le deuxième argument aussi, c'est que les cancers à base de papillomavirus, enfin à partir d'un papillomavirus,
touche aussi les garçons. Et donc, je crois qu'il y a 25% des cancers développés à partir du papillomavirus qui sont des cancers développés chez l'homme. Le début du message qui était passé par rapport à ce vaccin, c'était de dire on va vacciner les filles juste avant qu'elles aient une activité sexuelle. Cette notion d'activité sexuelle pour la jeune fille était pas toujours facile à accepter pour une mère qui vient chez le pédiatre amener son bébé qui a grandi et qui a un peu de mal à se projeter. Donc il fallait, et ça a été fait secondairement, détacher sur le plan chronologique cette vaccination du début de l'activité sexuelle. Il n'y a pas de raison. À partir du moment où on protège contre une maladie, on peut la protéger pendant la petite enfance si on sait que la protection aura lieu toute la vie. Le message, c'est d'insister sur la grande efficacité. Je crois que les chiffres, je ne les connais pas exactement, mais enfin, on en parlait de 80% de cancers, 80% de moins de cancers développés à partir du HPV. Donc, grande efficacité, une relative innocuité, et de se vacciner, quel que soit l'âge, avant toute notion d'activité sexuelle, pour se protéger pendant toute la vie et protéger aussi les autres, ses partenaires. Donc il faut se vacciner sans aucun doute. Et je vous dis, on a en pédiatrie pas de grandes difficultés à convaincre. Alors le cancer du col de l'utérus concerne 3000 femmes, on l'a vu, chaque année. Mais combien de cancers sont dus au HPV au total, docteur? Probablement au moins le double. Comme on n'a pas de registre de cancer, on fait une estimation. Parce que le papillomavirus, c'est une maladie multicentrique. Donc ça touche le col, mais ça touche aussi le vagin, ça touche la vulve, ça touche aussi l'anus. Donc vraiment, et là, aussi bien les garçons que les filles. Et puis, ça peut aussi toucher les sphères ORL sur lesquelles on n'a aucun dépistage possible. Donc le vaccin sera très important aussi pour ces cancers. Est-ce qu'il existe un traitement pour soigner le HPV? Il n'existe pour l'instant pas de traitement, mais le vaccin est très efficace sur toutes ces localisations. Alors, si on reste sur le traitement, est-ce qu'un jour il pourra y avoir un traitement? On espère, il y en a plein qui sont en cours de développement, mais pour l'instant, il n'y a que le vaccin qui est efficace. Rien n'a été commercialisé. Alors l'information pour la vaccination des garçons est un sujet qui est encore un peu tabou. Pourquoi les garçons ne se vaccinent pas? Est-ce qu'ils le savent? Je crois que ça va venir et que les familles sont très contentes de plus gendrer cette vaccination parce que les garçons sont concernés aussi, même, puisqu'ils peuvent faire des cancers de l'anus ou des cancers ORL. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus pour savoir un peu le cancer de l'anus, c'est quand même beaucoup moins que le col, mais c'est quand même au moins autour de 500 cancers par an. Et il y en a chez les garçons aussi. Et puis, ils transmettent quand même à leurs compagnes. Donc, ils peuvent se sentir concernés quand même. C'était le message que je voulais entendre. En fait, c'est comment convaincre les garçons. Donc, voilà, comme vous transmettez le virus à vos compagnes, c'est important de aussi vous faire vacciner. Les âges, c'est à partir de quand? 11 ans, 14 ans, pour les deux sexes, et les deux sont remboursés. Les deux sont remboursés, c'est une question que je voulais poser à Julien. Et la France, par contre, c'est un peu le plus mauvais élève. On voit 28% des jeunes filles vaccinées chez nous, contre 80% dans d'autres pays européens. 87% on me dit au Portugal aussi. Donc, comment vous expliquez ce décalage, docteur Bergeron? Eh bien, je vous le dis franchement, c'est très décevant et on ne l'explique pas dans le pays de Pasteur. Parce que on va nous raconter qu'en Australie, c'est formidable, parce que là, ils en sont à 90%. Bon, on va dire l'Australie, c'est loin, ils ne sont pas comme nous. Mais quand on parle de l'Angleterre ou du Portugal, qu'on prend parfois pour un pays sous-développé, eh bien voilà, ils sont bien meilleurs que nous. Mais on voit que quand même, il y a une réticence au vaccin en France. Comment vous l'expliquez, vous? Ah, mais vraiment, je ne me l'explique pas, parce que c'est... Est-ce qu'il y a un vrai risque sur les vaccins ou pas? Mais pas du tout. Il n'y a absolument pas de risque du tout. Le bénéfice-risque est... Ah oui, et puis alors vraiment, ça va être rien du tout. C'est même pas comme la grippe où on peut avoir un petit peu mal au bras, rien. Donc, quel dommage. Alors, quel serait le bénéfice d'avoir une couverture vaccinale maximum? Regardez comme par exemple l'Australie qui a commencé en 2006, dès que c'est sorti, et bien maintenant, les jeunes filles qui ont été vaccinées, qui arrivent à 25 ans, elles n'ont plus d'anomalies. Ça a complètement fait chuter le taux des lésions précancéreuses
chez les jeunes femmes qui ont été vaccinées. En nombre, ça éviterait combien de cancers? Eh bien, ça éviterait pratiquement les 3000 cancers qu'on a. Mais le cancer, on le développe qu'à 50 ans. Donc si on commençait bien à le faire, on en verrait l'effet seulement dans 30 ou 40 ans. Mais on n'aurait plus de lésions précancéreuses et ça éviterait l'éconisation, comme on vous en a parlé tout à l'heure, et donc quand même qu'il y ait des choses pas forcément agréables pour la patiente. Donc voilà, dans 15 ans, elle n'aurait plus à subir ce genre de traitement. Est-ce que vous pensez qu'il faut l'imposer? Alors là, en France, vous rigolez. C'est un peu le sujet d'actualité. Mais bien sûr, mais là, vous savez très bien qu'on a arrêté de faire l'hépatite à l'école. Il y a une vraie méfiance encore. Oui. Mais en tout cas, il faut continuer à communiquer et convaincre les femmes qui, elles, ont dû aller voir les gynécologues tous les 3 ans depuis des années, que ça évitera ça à leurs filles, à leurs petites filles. Quand même, ça c'est un message altruiste. 3000 cas de moins par an, donc c'est énorme. Et toutes les contraintes du dépistage avant. Des lignes avec tous les examens. Donc mesdames, messieurs, portez vos enfants de suite. C'est les gynécologues qui... Plutôt les pédiatres, les médecins généralistes. Voilà, pédiatres et médecins généralistes de 11 ans à 14 ans, faites vacciner. Et les garçons et les filles pour sauver des vies. 3000 cas par an, c'est 30 000 en 10 ans, donc on peut sauver beaucoup de vies. Si je peux rebondir sur 2 choses, c'est que la vaccination, effectivement, est recommandée de 11 à 14 ans, mais en rattrapage jusqu'à 19 ans chez les garçons et les filles. Donc on va jusqu'au dernier jour des 19 ans et même jusqu'à 26 ans pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Donc c'est au-delà des 11-14 et c'est vraiment très important de le préciser. C'est jusqu'à 19 ans, quelle que soit l'activité sexuelle. Il n'y a pas de nombre de partenaires ou d'âge au premier rapport sexuel. D'accord. Quels sont les défis de cette vaccination et comment vous aussi vous arrivez à convaincre ces tranches d'âge de se faire vacciner? Alors, il y a plusieurs choses. Le premier défi, c'est de convaincre qu'il n'y a pas de risque sur le vaccin. Effectivement, vous avez évoqué des risques. On sait aujourd'hui qu'il n'y en a pas. Tous les pays ont fait ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Ils ont comparé des personnes vaccinées à des personnes non vaccinées. Et notamment, ils ont regardé les maladies auto-immunes. C'est ce qui sort toujours comme risque évoqué par les patientes. La sclérose en plaques, ça date de l'hépatite B, cette histoire où il n'y a jamais eu de sclérose en plaques causée par le vaccin de l'hépatite B. Et donc, ça ressort. C'est ce qu'on appelle la coïncidence temporelle. Maladie qui peut survenir à l'âge où on fait le vaccin. Donc, on pense que c'est lié. Et en fait, il n'y a pas de lien. Donc, vraiment, le premier message, c'est ça. On le sait, ça fait 15 ans de recul. On a fait les études, il n'y a pas de risque. Et le deuxième, c'est d'arriver à ce que tout le monde soit informé. Aussi bien du côté de la population, il faut informer les parents, il faut faire des campagnes nationales. C'est le gouvernement qui doit faire ça pour nous aider. Et puis aussi de former les professionnels à l'information, à la vaccination. Ça échappe un peu. Des fois, le pédiatre, les enfants n'y vont plus à 14 ans chez le pédiatre. Mais ils ne vont pas vraiment encore chez le médecin généraliste et encore moins chez la gynécologue ou le gynécologue. Et est-ce que vous en parlez dans les écoles aussi? Alors c'est fait dans l'information qui devrait être faite tout au long de la vie des enfants, de la maternelle au lycée, sur l'éducation à la sexualité. On devrait parler de papillomavirus et c'est fait, sauf que cette information, elle est assez irrégulière, elle n'est pas très bien organisée en France et donc tout le monde n'a pas accès à ça. Il faut arriver à vraiment en parler aux parents, absolument. Est-ce que votre société savante est impliquée un peu dans ces messages? Qu'est-ce qu'elle portez comme message? Beaucoup. Nous, c'est notre moteur, notre objectif, c'est bien sûr la prévention du cancer du col. Donc on fait beaucoup de choses sur le dépistage et aussi on parle beaucoup à nos membres de éduquer votre population, parlez-en aux mères de famille, puisque c'est ça en général que les gynécologues voient, et informez-les que c'est garçons et filles, et vaccinez vos enfants. Vaccinez au maximum. Alors, il y a une question qui arrive souvent, c'est quand on a fait le vaccin, est-ce qu'il faut continuer à faire des examens, des frottis par exemple, ou pas? Pour le moment, oui. À ce jour, dans les données scientifiques qu'on a, on ne peut pas faire de différence entre les femmes vaccinées ou pas vaccinées, parce qu'on ne vaccine pas contre tous les papillomavirus qui existent. Le vaccin actuel contient 9 papillomavirus, il y a à peu près une trentaine de papillomavirus qui sont oncogènes, c'est-à-dire qui peuvent faire développer des cancers au niveau du col. Mais le côté optimiste, c'est que ces 9 protègent contre 85% des cancers. Donc le risque n'a plus rien à voir. On continue à vouloir aussi quand même ne pas échapper les 15 qui restent, mais ça n'a plus rien à voir quand on est vacciné. Alors je sens cette passion. Non, si vous aviez un enfant en face de vous qui a entre 11 et 14 ans, un garçon, quel mot vous employeriez pour le convaincre? Je lui dirais, pour avoir une vie altruiste avec sa future compagne, d'aller se faire vacciner.
Et vous, donc si c'était une fille que vous aviez en face de vous? Alors bon, moi c'est ce que je fais tous les jours, de les convaincre, c'est-à-dire que elle va limiter le risque d'avoir des lésions précancéreuses, et on n'en a pas parlé aujourd'hui, puis c'est pas le sujet, mais aussi des verrues génitales, des condylomes, qui sont quand même bien plus nombreux, ça touche 300 000 personnes par an, ça les gêne énormément dans leur sexualité, même si ça n'est pas grave et que c'est pas précancéreux, et le vaccin protège aussi de faire ces verrues génitales, donc c'est double. Et pour répondre à votre question, moi j'ai vacciné mes 2 garçons. Ah, bravo, bravo, merci de cet échange, merci à vous. Alors c'est la fin d'Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Vous savez que vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube Atout Santé et un peu partout en France, sur les télés locales. Donc on remercie d'ailleurs pour la diffusion. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro et d'ici là envoyez-nous vos commentaires sur Facebook Atout Santé. Soyez pour l'avenir acteur de votre santé.